Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de mars. Comme chaque année à cette période, ce numéro sera consacré à l'arrêté des comptes avec une interview exclusive qui vient en complément du dossier arrêté des comptes de la revue fiduciaire comptable et de sa déclinaison e-learning RF ActuaCAC. Nous avons en effet le plaisir de recevoir Jean-Charles Boucher, associé responsable de la doctrine chez RSM France, coprésident de la commission de doctrine comptable de la Compagnie des commissaires aux comptes et de l'Ordre des experts comptables, et également membre de la commission des normes privées de l'autorité des normes comptables. Jean-Charles, bonjour. Bonjour Marianne. Alors Jean-Charles, j'ai appris que vous aviez été récompensé en décembre dernier par le trophée de l'excellence comptable délivré par l'ANC au titre de votre engagement fort et constant en faveur de la normalisation comptable. Nous sommes d'autant plus honorés de vous accueillir cette année encore sur notre plateau pour venir nous apporter vos éclairages sur certains points d'actualité et de vigilance pour l'arrêté des comptes 2018. Je crois, Jean-Charles, que vous souhaitez tout d'abord nous faire part des impacts pour les entreprises et pour les professionnels de l'application du règlement 2018-01 relatif au changement de méthode, au changement d'estimation et aux corrections d'erreurs. Ce règlement a notamment remplacé les 11 anciennes méthodes préférentielles par 4 méthodes de référence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales raisons qui ont motivé ces changements ? Eh bien, très volontiers. Merci beaucoup pour m'avoir à nouveau invité cette année pour cette actualité. Merci aussi pour vos compliments concernant ce trophée. C'est vrai que c'est du travail de pédagogie et je le prends vraiment comme ça. Outre la doctrine, il faut faire sa pédagogie, sa promotion sur ces thèmes compliqués que peuvent avoir les confrères de temps en temps. L'actualité, on en parle aujourd'hui, donc je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Effectivement, ce règlement ANC 2018 est un règlement majeur pour la clôture. D'abord parce qu'il est sorti tardivement, il est arrivé en octobre 2018 avec une application aux exercices ouverts en octobre 2018. Ce qui veut dire que si les exercices ouverts le 1er janvier 2018 et sont clos au 31 décembre dans la même lignée que l'exercice civil, eh bien ils rentrent dans le champ d'application de ce règlement. Alors effectivement, c'est la grosse nouveauté, suppression des méthodes préférentielles, mais attention, remplacement de ces méthodes par des méthodes dites de référence. C'est exactement le même enjeu que portent aujourd'hui ces méthodes de référence, c'est-à-dire qu'elles sont irréversibles. Le reste des méthodes, qui étaient préférentielles et qui sont devenues finalement, soit quelques-unes sont restées de référence, on va y venir tout de suite, mais le reste des méthodes est parti dans les méthodes explicites, c'est-à-dire les méthodes couramment couvertes par le plan comptable général sur les comptes sociaux et demain sur les comptes consolidés. Pourquoi je dis demain? Parce que l'ANC a fait aujourd'hui cette réforme au titre des comptes individuels et seulement sur ces comptes individuels. Et le travail à faire pour les comptes consolidés va venir cette année, en 2019, pour une application probablement en 2020. Donc attention à vos lecteurs, abonnés et tout le reste, puisque ce dispositif est applicable uniquement aux comptes sociaux. Il faudra de toute façon refaire un focus sur les comptes consolidés parce que les choses vont être effectivement bouleversées l'année prochaine. Bon, je crois que vous avez un petit peu effectivement anticipé certaines de mes questions, mais c'est très bien, on va continuer. D'accord. Non, mais je voulais juste dire par rapport au calendrier de l'activité que c'était important ce décalage parce que l'ANC travaille dessus et c'est un travail de longue haleine et on va y venir tout à l'heure comme vous le disiez tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Suppression des 11 méthodes préférentielles qu'on connaissait tous, on les a tous appris à l'école. Elles sont remplacées par 4 méthodes de référence. Quelles sont-elles, ces 4 méthodes? D'abord, obligation de provisionner les engagements de retraite. Ça, c'est extrêmement fort et c'est cohérent avec ce qu'avait écrit l'ANC sur les partis politiques, puisque dans les partis politiques, vous le savez, le règlement comptable impose le provisionnement des engagements de retraite, ce qui est une première dans les comptes sociaux en France d'imposer ce dispositif. Donc ça reste une méthode de référence, ça c'est une des méthodes. Les 3 autres méthodes concernent la comptabilisation d'une part des frais d'acquisition d'immobilisation qui, eux, sont par référence comptabilisés à l'actif, comme les autres immobilisations. Troisième méthode, les frais d'établissement qu'on a considérés comme des charges, les frais de premier établissement, de constitution. Selon l'ANC, la référence est de les mettre en charge. Et la troisième méthode, c'est les méthodes donc, sur les frais de développement qui sont, eux, obligatoirement mis à l'actif selon ces méthodes de référence. Donc ça, c'est le gros changement. Vous avez bien fait d'insister là-dessus. Autre point sur lequel je voulais attirer l'attention, c'est que l'ANC en a profité pour définir ce qu'était une méthode comptable. Ça aussi, c'est un enjeu fort du texte. Parce qu'en définissant une méthode comptable, évidemment c'est le lien avec la définition de la méthode de référence que je viens de donner, il est venu préciser ce que voulait dire une méthode explicite, c'est-à-dire une méthode qui est dans le plan comptable,
qui s'impose avec les autres textes du plan comptable. Mais la nouveauté, on va y revenir après, c'est la notion de méthode implicite. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et implicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte, qui résulte de la pratique, mais attention, une pratique qui doit rester dans l'environnement réglementaire du plan comptable général. On ne peut pas faire une méthode pratique comme ça de par soi-même sans vérifier qu'à minima, elle correspond à cet environnement général du plan comptable général. Il faut que ça soit conforme au plan comptable général. Ouais. Ça, c'est une innovation extrêmement forte. On reviendra dans quelques instants là-dessus, parce que pour moi, ça fait partie des alertes, tant au niveau des professionnels comptables, de tenue des comptes, que de l'audit, mais aussi des dirigeants. Et il y a des conditions, on les verra tout à l'heure. Alors, effectivement, pourquoi ce changement? C'était votre deuxième question. D'abord parce que l'ANC n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que quand on en a parlé déjà ensemble auprès de votre revue, quand la directive comptable européenne est sortie à Bruxelles en 2013, le texte ne prévoyait pas de conditionner le changement de méthode. Il n'y avait pas de précision du tout sur ces conditions de changement. En revanche, la France avait toujours dans son texte, dans le Code de commerce et dans le plan comptable, une condition qui consistait à dire « je ne peux pas changer de méthode si je n'ai pas changé de situation en tant que commerçant de façon exceptionnelle ». Autrement dit, on disait à une entreprise « vous ne pouvez pas changer de méthode si votre situation de commerçant n'a pas changé ». Par exemple, une entreprise qui a un nouvel actionnaire dans son groupe majoritaire, qui change d'actionnaire, c'est un tremblement de terre pour certaines entreprises qui doivent revoir toute leur politique comptable. Ça, c'était un exemple de situation que prévoyait le texte, exceptionnel, donc changement possible. Ça, c'est supprimé. D'accord. Et donc, l'ANC devait réécrire sa copie sur les conditions qui pouvaient être retenues pour accepter un tel changement d'un point de vue normatif. Et c'est ce qu'elle a fait par ce texte. Donc elle est venue effectivement supprimer cette condition que je viens de vous expliquer pour en remettre une autre qui consiste à dire vous pouvez changer de méthode, d'une part si vous avez un choix, heureusement parce que sinon on ne changerait pas, et deuxième condition extrêmement violente, c'est qu'elle impose aux entreprises de démontrer que ce choix conduit à une meilleure information. Et ça, c'est novateur. C'est pour ça que je dis que c'est violent, parce que ce n'est pas dans l'esprit de tout le monde aujourd'hui. Ça veut dire que si vous n'appliquez pas une méthode de référence, puisqu'elles sont par définition dites de référence, vous devez justifier de votre choix et de le démontrer comme quoi ça conduit à une information financière meilleure. Donc, démontrer, ça veut dire se faire sa propre analyse en interne. C'est pour ça que je dis que c'est un challenge pour les experts comptables et les commissaires aux comptes. Mais c'est aussi l'écrire dans l'annexe si les choses sont un peu différentes, notamment si vous prenez une méthode qui n'est pas une méthode de référence, mais qui est finalement une méthode implicite. Votre voisin de quartier a changé de méthode pour X ou Y raison, parce que le secteur va vers cette méthode-là. Il faut l'expliquer. Il faudra l'expliquer, et c'est à vous, professionnels, de dire c'est le bon choix, c'est pertinent, ça représente effectivement une meilleure information ou pas. Si ce n'est pas le cas, il faudra en tirer les conséquences. Donc vous voyez, c'est un texte quand même assez fort sur lequel je voulais revenir. Et ça, c'est un état d'esprit, un état de jugement qu'il va falloir avoir. Et le dernier enseignement sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est le fait que l'ANC a profité de ce texte pour préciser la frontière entre le changement de méthode et le changement d'estimation. Vous avez narré tout à l'heure tout ce que consistait un changement comptable, c'est-à-dire un changement de méthode, un changement d'estimation, une correction d'erreur. L'ANC est venue préciser ce qu'était la différence entre un changement d'estimation, changement de méthode. Et je rappelle à vos abonnés que quand on ne sait pas ce qu'est la différence entre un changement de méthode et un changement d'estimation, on hésite. Le PCG vous dit, si vous hésitez, vous le comptabilisez comme un changement d'estimation. Ça a été réaffirmé dans le texte de 2018. Donc vous voyez, c'est quand même un texte très fort en termes d'enjeux, à la fois de jugement vis-à-vis de l'entreprise et nous, professionnels, experts comptables, commissaires aux comptes, mais aussi de documentation à apporter, notamment dans l'annexe, qui va se retrouver bien sûr beaucoup plus complète sur ces sujets. Très bien, merci pour cette réponse très complète. Si on s'intéresse plus particulièrement au contrat à long terme, la méthode à l'avancement n'est plus d'une méthode préférentielle, puisqu'elle ne figure pas parmi les 4 méthodes de référence dont on vient de parler. Exactement. Alors en pratique, ce changement a-t-il posé des difficultés aux professionnels du chiffre pour la clôture des comptes 2018 ? Oui, ça a été un des sujets.
Pourquoi? Parce que c'est pour ça que je me suis permis d'anticiper un petit peu tout à l'heure sur le règlement sur les comptes consolidés, parce que comme l'ANC n'est pas allé jusqu'au bout encore pour des raisons évidentes de timing et de poids de texte à traiter, aujourd'hui, la méthode à l'avancement de la reconnaissance d'un contrat à long terme dans son chiffre d'affaires et son résultat à l'avancement est une méthode préférentielle dans les comptes consolidés. Mais, comme vous l'avez justement dit, elle n'est plus une méthode de référence. Donc, c'est là où les professionnels ont eu du mal à comprendre comment on pouvait avoir encore une dichotomie parce que, a priori, j'aurais pu changer dans les comptes sociaux et aller vers la même méthode que les comptes consolidés. Et effectivement, pour le moment, on a deux principes différents. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux principes différents. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, les confrères se sont interrogés beaucoup auprès de notre commission pour savoir comment traiter ces différences. Donc, l'idée est de dire, aujourd'hui, les méthodes préférentielles préconisent la comptabilisation à l'avancement de ces contrats à long terme dans les comptes consolidés, mais je peux très bien garder une méthode à l'achèvement dans mes comptes sociaux et ne pas faire le passage de l'un vers l'autre, enfin, ne pas changer dans mes comptes sociaux, je veux dire. D'accord. Alors, le point particulier, et je suis content que vous posiez cette question, c'est que vous avez dans le secteur de l'immobilier beaucoup d'entreprises qui étaient à l'époque à l'avancement dans les comptes sociaux et dans les comptes consolidés, donc c'était tant mieux parce qu'elles n'avaient pas de retraitement à faire à la clôture, qui, pour des raisons fiscales, ont changé d'avis dans les comptes sociaux pour revenir à l'achèvement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que l'administration challenge beaucoup la reconnaissance du résultat à l'avancement. Elle considère que c'est très subjectif et elle a redressé beaucoup d'entreprises dans le secteur immobilier sur ces résultats en considérant que la méthode à l'achèvement était la seule justifiée d'un point de vue fiscal. Donc, beaucoup d'entreprises, et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui en pratique dans les clôtures 2018 dans le secteur, ont changé de méthode pour aller de l'avancement vers l'achèvement. Alors, aller expliquer aux lecteurs des états financiers qu'une telle méthode conduit à une meilleure information. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on peut très bien se poser la question de dire, dans un projet long terme, l'avancement est quelque part le plus économique, et la méthode la plus reconnaissable économiquement, c'est la méthode à l'avancement et plus pertinente. Revenir en arrière, ça va être compliqué à justifier pour ces entreprises, sauf à dire, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les méthodes implicites, c'est le secteur qui l'impose, donc on peut se permettre de revenir et on expliquera pourquoi. Mais c'est vrai que de premier abord, ce changement a été lié aux événements fiscaux et à la jurisprudence qui est sortie tout récemment, sur la remise en cause par l'administration fiscale des résultats à l'avancement. Et ça, c'est une nouveauté qui a pas mal perturbé les clôtures des comptes 2018. Très bien. Alors, certaines entreprises vont devoir appliquer dans leur compte consolidé 2018 les normes IFRS 15 sur le chiffre d'affaires et IFRS 9 sur les instruments financiers. On a un petit peu anticipé aussi là ma question. Est-ce qu'elles pourraient en faire de même dans les comptes sociaux pour éviter des retraitements fastidieux? Alors, on a anticipé partiellement, je vous rassure. Partiellement, oui, oui. Je compte sur vous pour... Voilà, pour développer. Donc, effectivement, le questionnement qu'ont eu un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises cotées et les entreprises moyennes qui appliquent les IFRS, vous savez qu'aujourd'hui, pour appliquer les IFRS, c'est une obligation si vous êtes coté sur un marché réglementé. Mais si vous n'êtes pas coté sur un marché réglementé, par exemple Alternex, où vous êtes un grand groupe non coté, et que vous voulez vous comparer à votre secteur qui, lui, présente des comptes en IFRS, ces entreprises-là, elles sont allées vers les normes IFRS depuis quelques années et elles se sont vues obligées d'appliquer IFRS 15, qui est une grosse réforme sur la reconnaissance du revenu, et IFRS 9, on va y venir tout de suite, pour les instruments financiers. Donc, ces entreprises, qui sont en général de taille modeste, n'avaient pas forcément envie d'avoir deux chiffres d'affaires. Un chiffre d'affaires dans les comptes sociaux pour des raisons fiscales, essentiellement, et le dividende de l'actionnaire, il ne faut pas l'oublier aussi, celui-ci, et un deuxième chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires dans les comptes consolidés dans IFRS 15. Il y a certaines entreprises, moi j'en ai vu quelques-unes en pratique, qui ont eu 3 chiffres d'affaires. Un chiffre d'affaires comptes sociaux, un chiffre d'affaires IFRS 15, parce que ça a remodélisé les méthodes de reconnaissance et d'évaluation du chiffre d'affaires, et enfin un troisième chiffre d'affaires issu du reporting de gestion, parce que les chefs de projet, les opérationnels avaient été habitués à une lecture de tableau de bord qui ne voulait pas voir changer, en fait. Oui. Donc, l'idée, ça a été de dire, et je suis content que vous m'ayez posé cette question, qu'est-ce que je fais entre IFRS 15 et les comptes sociaux? Est-ce que, parce que j'applique IFRS 15 dans les comptes consolidés, je dois appliquer de facto IFRS 15 dans mes comptes sociaux?
Donc la réponse est non, pas automatiquement, mais rien ne m'empêche de m'inspirer de l'analyse que j'ai faite dans IFRS 15 pour reconnaître mes contrats, notamment les contrats à long terme ou des contrats complexes, pour corriger le tir dans mes comptes sociaux. Et là, merci l'ANC de m'avoir donné un texte qui me permet de changer, même si je n'ai pas changé de situation exceptionnellement dans ma capacité de commerçant, je peux utiliser le texte de l'ANC pour revenir sur la reconnaissance de mon chiffre d'affaires dans mes comptes sociaux, considérant que j'ai fait, grâce à IFRS 15, une bonne analyse de la situation. Et grâce à cette analyse, j'affine mon information financière et elle est donc meilleure qu'avant. Donc, je peux changer. Voilà. Mais j'insiste bien là-dessus parce qu'on a eu des questions de savoir, j'applique IFRS 15, est-ce que automatiquement je dois appliquer IFRS 15 dans les comptes sociaux? Non, bien sûr que non. En revanche, je profite de l'analyse que j'ai pu faire au regard du passage IFRS 15 sur le déroulé de la reconnaissance de mon chiffre d'affaires, l'analyse de mes contrats, l'évaluation des prestations que j'ai pu réaliser auprès de mes clients. Aujourd'hui, il n'y a pas un business model classique. Les entreprises, pour vendre des prestations, vous proposent un millefeuille. Vous regardez quand vous achetez un téléphone portable, vous n'avez évidemment pas qu'un abonnement. Vous avez maintenant un peu de tout et n'importe quoi, un peu d'assurance, un peu de connexion bancaire gratuite, etc. Tout ça, on voit bien qu'on vend une prestation un peu plus complexe aux clients. Donc, le business model change, les affaires changent, et les entreprises doivent s'adapter. C'est sûr qu'une entreprise qui fait IFRS 15 va plus souffrir, parce qu'il faut redécortiquer tout ça, autant souffrir qu'une seule fois et avoir un traitement cohérent entre les comptes sociaux et les comptes consolidés IFRS. C'est ce qu'a voulu l'ANC. C'était une des motivations de limiter justement ces sources d'écart entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, limiter les retraitements, simplifier un peu la vie des entreprises, notamment les entreprises petites. Un gros travail pédagogique. Absolument. Donc ça, c'est pour la partie revenus. Et ensuite, vous avez cité IFRS 9. Donc là, ça a été le sujet pour les banques, puisque IFRS 9 leur a imposé de revoir l'évaluation de leur risque de crédit, avec 3 catégories. Donc là aussi, les banques ont absolument voulu éviter de faire 2 fois le travail, une fois dans les comptes sociaux, avec le règlement sur les comptes bancaires prévus par les textes français, et puis IFRS 9. Il y a eu une tentative depuis 2 ans de l'ANC de faire un texte commun qui permettait aux banques françaises d'appliquer IFRS 9 dans leurs comptes sociaux, évidemment de faire les retraitements fiscaux adaptés, et avoir le parallèle dans les comptes sociaux, consolidés. Malheureusement, ce texte n'a pas abouti, le Trésor n'ayant pas souhaité homologuer ce texte en l'état pour des raisons diverses et variées, de cohérence, de comparaison entre banques, de fiscalité aussi. Du coup, les banques vont devoir travailler avec un écart de gap entre les comptes sociaux et les comptes consolidés, ou au contraire, faire en sorte que l'analyse des risques soit la même. Je ne vois pas pourquoi, personnellement, on dirait j'ai un risque ici analysé de cette manière-là quand on tourne la tête à gauche vers les comptes sociaux, et puis je vous tourne la tête à droite vers les comptes IFRS, soudainement j'ai une nouvelle analyse de risque. Ce n'est pas très cohérent, a priori le risque devrait être le même, ce qui posait effectivement des problèmes pour les banques. Pourquoi j'en parle aussi sur IFRS 9 sur les sociétés commerciales, il ne faut pas les oublier. IFRS 9 touche les instruments financiers au sens large. Donc une entreprise commerciale qui a une créance client sur son client, notamment les gros clients, genre publics, des grosses organisations ou collectivités publiques, elles vont devoir appliquer le mode de dépréciation des créances IFRS 9, qui n'est pas le même modèle que dans nos comptes français. Dans nos comptes français, on ne considère pas que votre client porte un risque de crédit le jour où vous reconnaissez une créance. Vous devez attendre un événement qui fait que vous doutiez de votre client pour passer la créance en douteux et déprécier ensuite. Quand vous êtes en IFRS 9, vous devez d'emblée comptabiliser un risque de crédit parce que vous pensez que votre client va avoir un problème immédiatement. On voit bien qu'on a une différence d'analyse dans les deux référentiels. C'est moins le cas dans les banques, mais dans les sociétés commerciales, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on a clairement dit au niveau de la commission des études comptables qu'on ne pouvait pas à ce stade considérer possible de provisionner les créances clients de la même manière qu'en IFRS 9, parce que les textes ne sont pas écrits de la même façon, et on voyait mal comment argumenter vraiment une harmonie possible avec des changements de méthode si on décidait de revenir sur un traitement harmonieux entre les comptes sociaux et les comptes consolidés. Ouais, je ne voulais pas rentrer trop dans le détail technique, Marianne, mais c'était important d'attirer l'attention parce que, honnêtement, en pratique, les entreprises en ont ras-le-bol, il faut être honnête, même les grandes,
d'avoir des écarts entre les comptes sociaux qui servent à la fiscalité et les comptes consolidés qui servent au marché. Ce n'est pas forcément les mêmes lectures. Elle voudrait, tant qu'à faire, diminuer les retraitements. Le règlement de l'ANC a bien aidé là-dessus pour faciliter les choses, mais à un moment donné, il faut vivre avec nos écarts de gap, notamment pour des raisons fiscales. Il faut faire avec, et c'est à nous, professionnels, d'alerter au maximum et d'essayer de faire un peu de pédagogie auprès de nos clients également. Merci Jean-Charles pour toutes ces précisions, et vous faites bien de nous alerter. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous voyez, vous, d'autres points critiques de ce nouveau règlement qui risquent de donner du fil à retordre, aux professionnels? Vous faites bien d'insister parce qu'effectivement, pour moi, la première difficulté que vont rencontrer les professionnels, c'est de s'assurer que la documentation que je viens d'évoquer tout à l'heure sur la démonstration à conduire à une information financière meilleure est effectivement présente. Ça veut dire qu'il va falloir solliciter l'entreprise à faire cette démonstration, challenger cette démonstration, parce que vous pouvez aussi ne pas y croire, ne pas être convaincu sur les arguments qu'elle va pouvoir vous opposer, ou au contraire vous expliciter, et puis vérifier, troisièmement, que ça soit bien dans l'annexe, que tout ça est clair, explique au lecteur le point. Donc ça, c'est le premier, je vois, enjeu pour nous, le jugement. De toute façon, quand on fait du jugement, c'est toujours compliqué. Ça nécessite de se creuser un peu la cervelle, de prendre le recul sur toutes ces opérations avec les textes. Conséquence de ce changement, il y a le jugement, mais il y a aussi, imaginez que vous fassiez un changement de méthode qui conduit à comptabiliser une mauvaise nouvelle. Autrement dit, de dégrader vos capitaux propres. Aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas, si vous voulez déduire fiscalement l'impact négatif d'un changement de méthode, comptabiliser ce changement dans les capitaux propres. L'administration fiscale n'accepte pas une réduction de l'actif net d'un point de vue fiscal. Si vous voulez profiter de la déduction fiscale de cette correction, de ce changement de méthode rétrospectif, vous devez le comptabiliser au compte de résultat. Et la question était de savoir où est-ce que ça va dans le compte de résultat. Et jusqu'à présent, on n'avait pas de précision. L'ANC, dans son nouveau règlement, a expliqué où devait se trouver ce changement négatif, enfin l'impact de ce changement négatif. Il doit se trouver dans une ligne en dehors du résultat courant, après le résultat courant. Donc ça, c'est quand même novateur, tant mieux, parce que ça permet d'expliciter les choses mieux vis-à-vis des lecteurs. Ça doit aller en résultat non courant, en dehors du résultat courant. Donc ça veut dire quoi en pratique? Soit une ligne juste après le résultat courant, c'est-à-dire après votre résultat financier, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat courant, et en dessous on aura une ligne impact du changement de méthode sur tel et tel sujet, et ensuite le résultat exceptionnel. Ou alors de tout mettre dans le résultat exceptionnel. En pratique, c'est peut-être le plus simple, c'est de le mettre en résultat exceptionnel. Donc ça, c'est un point à surveiller aussi, parce que d'abord de mesurer le calcul rétrospectif, et ensuite sa correcte place dans le compte de résultat. Par ailleurs, si vous faites une correction d'erreur dans les comptes, ce qui est toujours une mauvaise nouvelle, et d'ailleurs c'est un peu compliqué à expliquer au client qu'il a fait une erreur depuis des années et qu'il faut corriger aujourd'hui, là aussi l'ANC a dit, qu'est-ce que je fais? Je le place dans une ligne à part du résultat, en dehors du résultat courant, ce qui est plutôt pas mal, ce qu'on a permis de préciser les choses. Alors, c'est une chose, la place du résultat. Après, reste le calcul de ce changement. Aujourd'hui, les impacts sont rétrospectifs pour les changements de méthode, correction faite de l'impôt. Vous devez corriger, comptabiliser votre changement de méthode net d'impôt. Alors, jusqu'à présent, on ne se compliquait pas la vie. On prenait une calculette, on prenait le montant du changement fois 33,1%, et basta. En faisant ça, on faisait de l'impôt différé dans les comptes, ce qui n'était pas la bonne méthode. L'impôt différé n'existe pas dans les comptes sociaux, sauf à le faire pour tous les postes. En pratique, on le fait très rarement, voire pas du tout. Donc, l'approche de prendre la calculette vite fait, bien fait, ce n'était pas la bonne approche. Ce qu'a dit l'ANC, elle a rappelé que la méthode de l'impôt en France est la méthode de l'impôt exigible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez calculer votre impact du changement de méthode avant impôt et la même chose avant le changement. Donc vous devez calculer le résultat fiscal après changement de méthode, le résultat fiscal avant changement de méthode. Vous calculez l'impôt avant et après, et c'est la différence entre les deux qui consistera en l'impôt à calculer, à mettre en place dans le changement de méthode impacté dans le résultat. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez casse-tête, puisque vous parlez de casse-tête. Autre sujet sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on est venu supprimer les options fiscales. Changer de méthode par optimisation fiscale, c'est interdit.
c'est fini. Adieu les changements de méthode pour raisons fiscales. La seule option fiscale admise aujourd'hui par le texte, c'est l'amortissement dérogatoire sur les immobilisations. Et là, c'est le plus facile finalement. C'est la seule option qui sera permise par le fisc aujourd'hui sur ces changements. Très bien, merci. Nous passons maintenant à un autre sujet, Jean-Charles, celui de la simplification concernant l'amortissement des fonds commerciaux prévus pour les petites entreprises. Cette simplification est-elle beaucoup utilisée en pratique? Alors, je peux vous parler franchement? Dites-moi. Non. Pas du tout utilisé. Pourquoi? Parce que c'est non déductible. Enfin, je veux dire, on en avait déjà discuté ici plusieurs fois. C'est malheureusement une simplification qui n'est pas allée jusqu'au bout. C'est vrai que permettre aux entreprises d'amortir systématiquement et de façon forfaitaire leurs fonds avait l'avantage d'éviter aux entreprises en question de faire des études d'évaluation de leurs fonds commerciaux, puisqu'elles n'avaient pas envie de les amortir forcément. Pour passer outre ça, elles préféraient partir sur une méthode d'amortissement standard, linéaire, fixe, et personne ne l'a fait parce que ce n'était pas déductible. Donc honnêtement, non. Aujourd'hui, on trouve plus une modélisation qui a été proposée aux entreprises d'évaluer leurs fonds commerciaux à la clôture avec un petit modèle qui dépendait du résultat, du budget, etc. Les experts comptables ont proposé ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Ce n'était pas la peine de lancer une usine à gaz, notamment si l'entreprise était toute petite. Mais en revanche, on a modélisé le système et c'est plutôt pas mal. En revanche, et je fais le lien avec votre question, toujours pareil sur ce texte sur les changements de méthode, on est venu apporter une réponse sur les entreprises qui étaient petites au moment de ce dispositif d'option et qui sont devenues grandes après. La question était de savoir, est-ce que je suis devenu plus gros qu'avant? Est-ce que je perds l'option? Et qu'est-ce que je fais avec mes amortissements que j'aurais pu, parce que certaines ont quand même fait un peu d'amortissement linéaire, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je continue? Je m'arrête? J'annule ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais quand j'ai changé de taille? Et l'ANC a dit, il faut analyser soit vos fonds commerciaux, au moment où vous avez grossi, sont toujours les mêmes qu'avant, c'est-à-dire ceux qui étaient impactés par la réforme de 2016, et bien dans ce cas-là, vous continuez à amortir. Donc, que vous soyez gros ou petit, finalement, ça ne change rien parce que vos fonds sont toujours les mêmes. Si en revanche, vous avez acquis des nouveaux fonds commerciaux au moment où vous étiez gros, vous ne pouvez pas bénéficier de l'option, puisque à la date où vous avez acquis le fonds commercial, vous êtes supérieur au seuil, c'est-à-dire 8 millions de chiffre d'affaires, 4 millions de total bilan et 50 salariés. Dans ce contexte, on ne peut pas accepter votre option d'amortissement linéaire. Donc vous voyez, grosso modo, je pense que la plupart des entreprises n'y sont pas allées. Celles qui ont voulu y aller ont peut-être pris le risque fiscalement de le déduire. Bon, après, elles discuteront avec l'administration. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui encore un peu de conflit de texte là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est une bonne chose, c'est qu'elles peuvent continuer, même si elles ont changé de taille. Et ça, c'est une bonne chose pour l'ANC de l'avoir confirmé dans son texte. Très bien, merci. Alors pour finir, je crois que vous souhaitiez, en quelques mots, attirer l'attention de nos abonnés sur les thèmes comptables qu'il faudra anticiper, cette fois pour la clôture des comptes 2019. Il s'agit des chantiers auxquels l'ANC s'attelle au premier semestre 2019, c'est bien ça? Alors oui, il y a beaucoup de chantiers, honnêtement, aujourd'hui. Il y a effectivement le premier qui concerne les comptes consolidés dont je viens de parler. C'est vrai que si on est ambitieux, on peut considérer que le texte sortira pour 2019 avec une application 2019. Ce qui me paraît un peu compliqué au regard du travail qui est fait. Et vraiment, franchement, il est très bien fait et l'ANC y va par étapes pour construire. L'idée est d'avoir un règlement commun en socle pour les trois secteurs, commercial, banque, assurance, et d'aller au-dessus de cette base, aller chercher les spécificités entreprise, banque, assurance, et refaire un nouveau texte. Et en même temps, harmoniser un petit peu les choses, moderniser les choses, parce que ce texte, il date de 1999. C'était donc avant la transposition de la directive comptable. Donc nécessairement, il y a des sujets à revoir, des sujets de fond, comme par exemple la substance. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut rester en alerte, parce que l'ANC a un calendrier ambitieux, il peut l'accélérer, et ça pourrait donc du coup potentiellement avoir un impact sur 19. Personnellement, je pense que c'est surtout 20 qui est concerné, comme je le disais, mais il faut le suivre. Non. Le vrai sujet d'actualité, c'est pour 19, c'est, voire aussi 20, mais c'est surtout peut-être 19 pour les associations qui auraient souhaité appliquer le nouveau référentiel comptable sur le secteur non lucratif. L'ANC est venue complètement écraser ce qu'elle avait écrit en 99 toujours, avec le règlement 99-01 cette fois-ci, sur le secteur associatif, fondation et fonds de dotation.
Un texte qui a vieilli, sur lequel donc l'ANC a souhaité remettre tout à plat et a créé un nouveau règlement qui est sorti tard, hein, qui est sorti au mois de décembre, avec une application 2020, mais possiblement de façon anticipée 2019. Donc dans le secteur associatif, c'est une vraie révolution, parce qu'il y a eu vraiment des grands changements, notamment sur les legs, je pense en particulier à cela. Et on a simplifié tout ce qui était fonds de dotation dans les capitaux propres. Donc ça aussi, grosse attention à vos abonnés et lecteurs sur ces sujets-là. Troisième travail sur lequel donc l'ANC a déjà rendu ses conclusions, en tout cas aujourd'hui partiellement, c'est la suppression des plans comptables professionnels. Ça aussi, c'est un message fort qu'a lancé l'autorité, de dire les plans comptables professionnels qui ne sont pas en adéquation avec le PCG, c'est terminé. On ne les utilisera pas. Donc elle a évalué une quarantaine de plans à peu près qui ne seraient pas donc compatibles, à compter de 2020, donc ce qui laisse au secteur de se retourner. Néanmoins, elle a quand même laissé un temps un peu plus compliqué, un peu plus long pour analyser ces plans, notamment sur le cinéma, le secteur des hydrocarbures, où l'ANC a demandé un peu plus de temps pour travailler, notamment pour aller jusqu'à 2021, pour les rendre obsolètes. Et puis il y a des plans sur lesquels elle ne reviendra pas, tant qu'un règlement en soi n'est pas réécrit. C'est les problématiques des notaires, des huissiers, notamment sur le cash reçu par ces organisations. Qu'est-ce que vous faites quand vous versez un chèque pour acquérir un bien chez un notaire? Est-ce que la trésorerie appartient au notaire ou il appartient à quelqu'un d'autre? Bon, a priori, il appartient aux bénéficiaires de la vente. Qu'est-ce qu'on fait dans un syndic de copropriété qui gère des comptes copropriété? Est-ce que cet argent est au propriétaire ou au syndic? Est-ce qu'il doit être dans le bilan du syndic? Est-ce qu'il est en trésorerie chez le syndic? En débiteur divers chez le syndic? Bon, vous voyez, il y a des choses comme ça. L'huissier, c'est pareil. Et les coopératives agricoles sont aussi concernées. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels l'ANC a décidé de ne pas rendre obsolètes les plans professionnels. En revanche, il faut qu'ils retravaillent l'adéquation avec ces textes et le plan comptable général pour être sûr qu'on est bien en adéquation. Et puis le dernier sujet, on en a parlé tout à l'heure, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, puisque aujourd'hui, IFRS 15 est arrivé, on a permis aux entreprises de changer de méthode, le cas échéant, dans leurs comptes sociaux, pour celles qui le souhaitaient. Néanmoins, on a un texte aujourd'hui sur le chiffre d'affaires qui est quand même très, très basique, qui n'est pas aussi détaillé que ce qu'on pourrait attendre, notamment sur les contrats complexes. Je vous donnais votre exemple de téléphone avec votre abonnement et tout le reste. Je vous prends aussi un exemple d'une SS2I qui vend une licence avec toute une batterie de prestations de services, de support, de cloud, de maintenance informatique. Tout ça, en général, c'est un package complet qu'on donne aux clients. Qu'est-ce que je fais en norme française avec ce gros machin? Je ne sais pas le traiter aujourd'hui. D'accord. Les textes internationaux nous donnent un peu de guidelines, mais ce n'est pas forcément cohérent dans un référentiel statutaire pur et fiscal. Est-ce que voilà, comment on va traiter tout ça? C'est un sujet de longue haleine, hein, l'ANC est dessus depuis 2 ans. L'idée est d'avoir un texte qui prend l'adhésion des entreprises, notamment des petites. Il ne faut pas non plus créer de la révolution sur les petites entreprises. Donc chiffre d'affaires, alors là, l'ANC est très pressé. Il veut sortir son texte pour 2019, vraisemblablement application 2020. Ça serait un peu dur, en sortant un texte en décembre, de dire que le chiffre d'affaires qu'on a comptabilisé depuis le 1er janvier est à revoir. Je pense qu'on va être plutôt sur un texte sorti en 2019 avec des enjeux 2020. Sur 2020. Donc vous voyez, une actualité... Vous allez revenir, vous allez être obligé de revenir. Il faudra bien revenir, repréciser un peu tout ça, mais il y aura des enjeux certainement. Ouais. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Jean-Charles pour toutes ces précisions pratiques et puis à très bientôt. Au plaisir de vous revoir pour partager votre expertise avec nos abonnés. Merci beaucoup, à très bientôt Marianne. C'est la fin de ce numéro spécial Arrêté des comptes. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les experts du groupe Revue Fiduciaire le mois prochain. Et d'ici là, l'info continue sur notre Web TV, bien sûr. À très bientôt.